Bonsoir, chers étudiants. Ce soir, nous allons aborder la maladie vasculaire et nous allons considérer l'examen général réalisé sur des patients présentant cette pathologie. Je dois enchaîner en affirmant que la maladie artérielle liée à l'artériosclérose est un processus diffus, souvent silencieux. Alors, à travers ce cours, nous voudrions détailler l'examen clinique du système vasculaire artériel et veineux. Il s'agit d'une approche systématique par territoire, réalisée en 4 temps avec l'objectif de dépister de manière précoce les lésions symptomatiques et asymptomatiques. Minimum, l'examen physique devrait inclure les éléments suivants. Une évaluation de la fréquence et du rythme cardiaque, la mesure de la pression artérielle au niveau des membres supérieurs, l'auscultation du cou, l'auscultation du cœur, la palpation de l'abdomen, l'auscultation de l'abdomen, la palpation des pouls périphériques au niveau des extrémités. On pourrait utiliser le Doppler à onde continue pour écouter la présence et la qualité des signaux artériels en association avec un brassard de tension artérielle manuelle. On peut réaliser ou calculer l'indice de pression systolique. On devrait en principe ausculter la région fémorale pour écouter les souffles. Alors, l'examen devrait comprendre aussi l'extraction de toutes les extrémités pour évaluer la présence d'œdème, d'ulcération, de gangrène, de signes d'embolisation. Au niveau de la tête et du cou, il va falloir tout d'abord penser à l'artériosclérose des artères carotides, qui est une cause fréquente d'accidents cérébrovasculaires. Alors, il va falloir aussi interroger les patients sur des antécédents d'accidents vasculaires cérébral, d'accidents ischémiques, des interventions sur l'artère carotide et même sur la réalisation antérieure de Doppler au niveau des artères carotides. Alors, les symptômes de l'accident ischémique transitoire ou de l'accident vasculaire cérébral sont généralement liés à des épisodes de faiblesse, de paralysie unilatérale d'un membre. Un ACV ou un AIT peut se manifester par une incapacité à initier la parole, c'est-à-dire une aphasie, une dysarthrie, une cécité monoculaire transitoire, l'amorose fugace, qui résulte de l'occlusion temporaire d'une artériole rétinienne par des emboles provenant de la carotide passant par l'artère ophtalmique. Alors, le diagnostic différentiel de l'amorose est vaste, comprenant la migraine, l'œdème papillaire et l'artérite à cellules géantes. Toujours au niveau de la tête du cou, le diagnostic différentiel de l'ACV ou de l'AIT provenant des artères carotides du cou se fait avec l'épilepsie, qui provoque le plus souvent des symptômes globaux bilatéraux, suivis de somnolence, ce que nous appelons période post-ictale. Alors, une hypertension artérielle sévère peut entraîner un infarctus cérébral ou un ACV hémorragique. Alors, l'ACV hémorragique doit être différencié de l'ACV embolique. Alors, c'est l'anamnèse et la présentation du patient, combinée à des examens complémentaires comme le scanner, l'imagerie par résonance magnétique, pour nous permettre de réaliser ce diagnostic différentiel. Alors, les tumeurs cérébrales ou les anévrismes cérébraux, eux, aussi peuvent provoquer des déficits neurologiques, mais cette pathologie s'accompagne de céphalées généralement. La syncope, l'étourdissement, les vertiges sont
fréquents chez les personnes âgées. Alors, ces symptômes sont rarement liés à une maladie occlusive carotidienne. Ils sont plutôt dus à un dysfonctionnement autonome ou à des arythmies, probablement à une maladie de l'oreille moyenne ou à un vol sous clavier que nous aurons la chance d'explorer ultérieurement. À l'inspection, normalement, la pulsation carotidienne n'est pas visible. Cependant, elle peut être proéminente à la base du côté droit du cou chez les patients minces présentant une hypertension de longue date. Alors, quand cette pulsation est suffisamment volumineuse, un rare anévrisme de l'artère ou une tumeur du glomus carotidien serait visualisé dans la partie antérieure du cou. Une autre observation importante à réaliser, c'est de rechercher au niveau du fond d'œil une tache brillante sur la rétine appelée plaque de Ohlenhorst. Plaque de Ohlenhorst. À la palpation, le pouls carotidien commun est palpable au niveau de la partie basse du cou, entre la trachée et le bord antérieur du sternocléidomastoïdien. Même en cas d'occlusion de l'artère carotide interne, le pouls carotidien est généralement perçu. Une pulsation carotidienne commune diminuée doit suggérer une maladie occlusive proximale à l'origine de l'artère carotide dans le thorax. La présence d'un pouls de l'artère temporale en avant de l'oreille indique une carotide externe et commune perméable. L'artère vertébrale n'est pas accessible à la palpation de par sa position et la présence des vertèbres qui l'entourent. Alors, les masses pulsatiles à la base du cou de la fosse sous-claviculière proviennent généralement de l'artère sous-clavière. Alors, l'auscultation peut ausculter les souffles cervicaux qui constituent une constatation anormale, peuvent provenir d'une sténose carotidienne, mais aussi d'une lésion au niveau de la valve aortique et des troncs supra-aortiques. Il faut noter que le souffle dû à une sténose carotidienne est généralement plus fort au milieu du cou, au niveau de la bifurcation carotidienne. Alors, les souffles transmis, les souffles cardiaques, sont beaucoup plus perceptibles sur la partie supérieure du thorax. L'auscultation toujours nous permet de constater que seul un quart des patients ayant une sténose de 75% présentent un souffle et la moitié des patients présentant un souffle carotidien auront des sténoses de 30%. De plus, la sévérité de la sténose carotidienne n'est pas corrélée à l'intensité du souffle. D'ailleurs, l'échographie est la référence pour déterminer la signification de souffle cervical. Au niveau de l'extrémité supérieure, on doit préciser que l'athérosclérose est moins fréquente au niveau de l'extrémité supérieure qu'au niveau de l'extrémité inférieure. La maladie occlusive ou anévrismale de l'extrémité supérieure, c'est-à-dire du membre supérieur, peut provoquer une claudication du membre, des signes d'embolisation au niveau du bras et de la main. Les lésions artérielles occlusives les plus fréquentes sont constituées par les lésions intéressant l'artère sous-clavière. Alors, une sténose due à une artérosclérose de l'artère sous-clavière, une sténose due généralement à une artérosclérose de l'artère sous-clavière proximale par rapport à l'origine de l'artère vertébrale, entraîne un syndrome de vol sous-clavier. Alors, quel est le mécanisme?
lors de l'effort du bras, il en résulte une baisse de pression au niveau de la sténose, ce qui conduit à une inversion du flux dans la perfusion, une hypoperfusion au niveau de la circulation postérieure et les symptômes y afférents. Alors, les symptômes de la circulation postérieure résultent généralement d'une insuffisance vertébro-basilaire et les symptômes sont ici présentés: la diplopie, la vertige,